Voilà. Donc, bon matin, je me présente pour commencer. En fait, mon nom, c'est Marie-Ève. Je suis coordonnatrice au soutien aux entreprises à la Chambre de commerce Thérèse de Blainville. Je prends le relais de ma collègue Alexandra qui s'occupe du réseau industriel ce matin. Un enjeu hors de contrôle. Donc, je prends le relais comme ça. Euh, Merci d'être là avec nous ce matin. Donc, on est bien content de pouvoir vous présenter finalement la deuxième fabrique industrielle officielle de la saison sous le thème de la responsabilité sociale en entreprise. Donc, le réseau industriel, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas encore parce que c'est encore nouveau. On se considère encore en lancement de tout ça. Donc, c'est vraiment un groupe finalement pour accompagner les entreprises du secteur manufacturier industriel de la région de Thérèse de Blainville. Donc, on a vraiment ciblé finalement des actions, des projets et tout ça pour pouvoir accompagner les entreprises industrielles dans leurs enjeux. Et de là est né aussi, selon les besoins, la fabrique industrielle, finalement, qui vise à pouvoir échanger sur des sujets un peu plus précis, de faire des rencontres un peu plus intimes pour pouvoir justement échanger sur les sujets, puis avoir aussi l'expertise d'entreprises qui ont mis en place certaines choses innovantes ou qui sont à point finalement dans les tendances industrielles. Donc, j'en profite aussi pour remercier nos partenaires du réseau industriel, donc la MRC Thérèse de Blainville, les députés provinciaux, donc le ministre Éric Girard, M. Mario Laframboise et Mme Lucie Lecourt. On a aussi Desjardins Entreprises et Investissement Québec, dont je vois José et Yannick qui sont avec nous aujourd'hui. Je vais aussi en profiter. En fait, je vais passer la parole à Sandra, en fait, qui est directrice du comité du réseau du réseau industriel et vice-présidente de la Chambre de commerce Thérèse de Blainville, et aussi qui, dans la vie de tous les jours, est directrice générale chez Parinex. Donc, je lui laisse la parole. Elle pourra vous présenter notre invité, le sujet de la journée. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Ève. Bienvenue à tout le monde. Merci d'être là. Alors, bienvenue à la deuxième fabrique industrielle. Donc, je suis heureuse de vous présenter, en fait, mes collègues qui sont aussi avec nous présentement. On a Sylvain Tassé de Quadraplax et également Frédéric n'est toujours pas arrivé. Frédéric Michaud devait être là, mais qui devait être présent là, pour représenter le réseau industriel. Donc, on a Stéphane merci. qui vient d'arriver, par exemple. Ah, bon, Stéphane Charon. C'est cela. Bonjour Stéphane, bienvenue, merci d'être là. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter aussi un nouveau membre du comité industriel ou réseau industriel, comme on l'appelle maintenant, Monsieur Patrick Garzani d'Acier Profilé SBB, qui va nous parler du programme RSE. Alors, Patrick, je laisse la parole. Bonjour tout le monde. Je vais peut-être commencer par vous présenter un petit peu qui est SBB pour que vous compreniez un peu dans quel contexte on a décidé d'implanter quelques notions de RSE chez nous. SBB est un fabricant de structures industrielles en aluminium. Je vous dirais qu'on est plus dans le lourd et complexe. On a autant nos propres produits qu'on exporte dans une cinquantaine, soixantaine de pays à travers le monde, qu'une division plutôt service en fait, qui fait la fabrication pour d'autres donneurs d'ordre en fait, dans différentes industries, incluant celle du transport. Alors, ça ressemble un petit peu à ça. On a une entreprise d'environ une trentaine de personnes basée à Blainville. Et puis, on a commencé en fait, à réfléchir à la RSE il y a une couple d'années déjà, en se demandant comment on pouvait intégrer certaines notions RSE dans une entreprise de notre taille. Le gros défi, en fait, pour nous, c'était un défi de ressources, puis c'était évidemment un défi de budget aussi. Il fallait que ça soit une façon d'implanter qui ne coûte pas une fortune. Puis on a commencé un peu la réflexion comme ça de très, très loin. Et puis l'année dernière, en fait, pendant la pandémie, on a décidé de faire une espèce de brainstorming à l'interne, puis de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on a commencé par faire un bilan, se dire qu'est-ce qu'on a déjà en place, qu'on n'a jamais vraiment étiqueté comme étant de RSE, mais qui en est quand même. Puis des fois, en fait, on sous-estime ce qu'on a déjà mis en place. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entreprises comme ça, où à travers les années, on implante certaines mesures, puis à un moment donné, on se dit, my God, j'en ai quand même beaucoup. Alors, on a fait vraiment un exercice de brainstorming à l'interne en gardant nos distances. Je me souviens, on était dans une grande salle, on avait nos masques et puis tout le monde contribuait à dire qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à notre environnement, à l'environnement autant. Donc, en fait, la RSE, il faut comprendre, ça affecte trois piliers principaux. Il y a le pilier environnemental, il y a le pilier social, puis il y a le pilier économique. Donc,
on a essayé un petit peu de diviser nos activités entre ces trois piliers. L'environnemental, vous l'aurez compris, en gros, c'est comment s'assurer de respecter l'environnement puis d'avoir certaines pratiques qui sont, disons, considérées bénéfiques au développement durable. Au niveau social, c'est de comprendre comment l'entreprise peut avoir un impact positif sur le tissu social qui l'entoure, donc la société autour de nous. Puis le troisième, c'est l'économique, c'est vraiment s'assurer d'avoir les bonnes pratiques en place. Donc, un peu de réviser nos pratiques économiques, puis s'assurer qu'elles sont en ligne avec nos valeurs, puis que nos valeurs sont évidemment en ligne avec les valeurs requises dans un plan de RSE. Alors, ça ressemble un petit peu à ça. Quand on a fait, ce que je vais faire, je vais peut-être partager avec vous la petite affiche qu'on a fait un peu à l'interne et qui a permis à nos employés de comprendre d'où on partait puis où est-ce qu'on s'en allait. Est-ce que c'est assez… Est-ce que vous avez besoin que je le mette un peu plus gros? Peut-être juste lever la main si vous ne le voyez pas suffisamment. Sinon, on peut partir comme ça. Donc, vous voyez, on a fait un premier bilan, en fait. Dans le vert, c'est vraiment le pilier qui est le pilier environnemental. Puis on a réalisé qu'on avait déjà, étant donné qu'on est dans un bâtiment plutôt récent, on a déjà, toutes nos lumières sont déjà des ampoules LED. On a des thermostats programmables installés partout. Donc, on a un système, même, je dirais, un petit peu intelligent de gestion de tout ce qui est thermique dans l'immeuble. Tout ce qui est réduction de déchets, on a déjà optimisé, c'est-à-dire qu'on a un petit peu des bacs de recyclage, de compost, etc., aux différents endroits requis dans le bureau, de recyclage aussi, bien évidemment. L'équipe qui fait les ménages ici, quand ils viennent faire le ménage, utilise déjà des produits non toxiques. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, notre bâtiment est hyper bien isolé. C'est un bâtiment neuf, alors on n'a pas vraiment de problème de perte d'énergie ou quoi que ce soit de ce genre-là. Alors, à ce niveau-là, on s'est rendu compte qu'on était quand même, comme je vous le disais tout à l'heure, on s'est rendu compte, waouh, OK, on a des choses intéressantes. Le dernier petit point, c'est qu'on avait déjà aussi pris la décision de s'engager dans un processus de certification ISO 14001, qui est en fait une norme environnementale. Le deuxième aspect de ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé au niveau de la société, qu'est-ce qu'on fait déjà. Puis dans ce pilier-là, en fait, la notion de conciliation travail-famille est très importante. Puis SBB, on avait déjà pas mal de petites mesures en place pour faciliter la conciliation. On avait même en 2018 gagné un prix en fait, du ministère de la Famille reconnaissant justement les mesures qu'on avait mises en place au niveau conciliation travail-famille. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment dans notre ADN, puis quelque chose qu'on avait déjà en place. Ensuite, au niveau de la santé, on a un gym dans l'immeuble. Lorsqu'on a fait construire en 2016, on a pensé installer un gym. Et en plus de ça, je vous dirais qu'on a, pour en favoriser l'utilisation, on a dit aux gens qui utiliseraient le gym qu'ils bénéficieraient d'une demi-heure de plus à l'heure du lunch. Donc, autrement dit, au lieu d'avoir 1 heure pour aller manger, ils auraient 1h30. Ça leur donne le temps de faire de l'exercice et de manger par la suite sans avoir ce stress de dire « je dois absolument retourner au bureau ». Alors, ça nous a permis comme ça d'encourager les gens en fait, à vraiment l'utiliser plutôt que simplement qu'ils servent de vitrine. On a un programme de PAE à l'interne aussi avec notre programme d'assurance qui est très peu utilisé, je vous l'avoue. On essaie d'en faire la promotion régulièrement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui était déjà en place, qu'on n'a pas vraiment eu à mettre en place. On avait aussi déjà un comité de santé-sécurité qui se réunissait tous les 3 mois. On a 3 employés qui suivent des cours de français parce que le français n'est pas leur langue première et parfois, en fait, n'était pas du tout une langue qu'ils pratiquaient, qui sont arrivés ici. On a entre autres 2 employés de Colombie qui sont arrivés en parlant 0 français. Donc, aujourd'hui, ils sont capables de s'exprimer puis de communiquer. Donc, c'est le fun. Et puis, on avait quand même une cause d'intérêt général qui est l'opération Père Noël à laquelle on contribue chaque Noël en emballant des cadeaux, en achetant des cadeaux, etc. pour des enfants dans le besoin. Alors, vous l'aurez compris qu'on on avait là aussi dans ce pilier-là pas mal de choses déjà en place. Dans le 3e pilier, on avait déjà donc qui est le pilier économique, on avait déjà en place un programme de partage de profit. Donc, à la fin de l'année, selon certaines règles, en gros, lorsque l'entreprise fait de l'argent, il y a une partie de cet argent qui revient aux employés aussi.
On a dans tous nos contrats, étant donné qu'on est très actif à l'international, on s'est assuré dans tous nos contrats d'avoir aussi des clauses anti-corruption, autrement dit, pour dire, écoute, nous, on ne joue pas cette game-là. On a évidemment beaucoup d'employés qui habitent, je vous dirais, dans un cercle d'environ 15 à 20 minutes d'ici. Donc, on est quand même très local à ce niveau-là. On a quelques fournisseurs locaux. Je vous avoue que là-dessus, on a quand même beaucoup de fournisseurs en Asie, en Chine notamment, parce que notre business est très, très particulière. On travaille beaucoup sur appel d'offres publics où le prix le plus bas l'emporte. Alors, malheureusement, on n'a pas le choix que de jouer aussi sur l'aspect coût d'acquisition. Mais on a quand même beaucoup de fournisseurs locaux avec qui on a des contrats solides. On fait régulièrement aussi des journées portes ouvertes pour des jeunes qui se posent la question « Qu'est-ce que je fais de mon avenir? Quelles sont les opportunités d'emploi ?» Alors, on accueille des jeunes autant pour explorer les métiers dans l'usine, donc les métiers de soudeur ou de machiniste, etc., que des gens qui pourraient se poser la question de ce qu'ils peuvent faire dans un environnement plus de bureau, plus administratif, je dirais. Alors, l'objectif, c'est vraiment de les aider à prendre une décision sur leur avenir. Et puis, on est membre de la Chambre de commerce de Thérèse de Blainville. C'est quand même, ça aussi, c'est quand même important. Alors, ça, c'était un peu le constat qu'on a fait. Puis, suite à ce constat, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ce qu'on fait déjà? Au niveau environnemental, on a décidé de procéder à l'installation de bornes électriques pour les recharges de voitures. On a seulement 2 employés qui conduisent électrique, mais on s'est dit c'est un début, puis c'est un beau message à envoyer justement pour dire on y croit, puis on encourage les gens à le faire. Alors, la borne est en fait installée depuis 2 semaines. Alors, c'est le fun. On a aussi un projet pour récupérer les eaux de pluie pour alimenter une de nos machines CNC. Plutôt que de l'alimenter en eau qui vient du robinet, on va récupérer l'eau puis la réutiliser. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore en place, mais qu'on est en train de mettre en place en ce moment. Au niveau du pilier social, on a regardé ce qu'on pouvait faire de plus. Et puis, une des choses qu'on a remarqué, c'est qu'on n'avait pas vraiment de système pour reconnaître l'ancienneté de nos employés. On a beaucoup d'employés qui sont ici depuis 15, 20, 25, même 30 ans, mais on n'a rien vraiment qui reconnaît. Je veux dire, on a des petites activités pour les anniversaires, mais là, on a décidé de mettre en place un tableau dans un endroit public, donc vraiment dans le lobby de l'immeuble, pour indiquer qui sont les employés qui sont là depuis justement 20 ans, 25 ans, etc., avec une petite photo et tout ça. Donc, c'est une forme de reconnaissance intéressante pour les employés. On a aussi essayé d'apporter une certaine diversité dans notre recrutement. Je ne dirais pas qu'on fait de la discrimination positive, mais honnêtement, c'est presque ça. On essaie de se forcer à dire ça nous prend un petit peu plus de femmes, ça nous prend un petit peu une certaine diversité. On est une entreprise, après tout, qui est à l'international. Donc, c'est le fun d'avoir des points de vue qui sont complètement différents, de background complètement différents. Ça ne peut que nous aider à progresser. Alors, on a effectivement dans notre staff aujourd'hui au bureau, on vient d'horizons un petit peu divers, on parle 7 langues, c'est une belle représentation de nos marchés un petit peu partout à travers le monde. Et on a été une étape plus loin, c'est-à-dire qu'on a aussi décidé de contribuer à l'insertion de personnes avec certains handicaps. Et puis, on a aujourd'hui dans l'usine, on a pu embaucher une personne qui a un handicap relativement léger, mais disons qu'il l'empêche de vraiment soulever des charges lourdes ou de faire des tâches qui sont très contraignantes. Mais on lui a trouvé une liste de tâches à accomplir qui lui permet d'être ici à peu près 25 heures par semaine, puis d'être dans l'usine, puis de donner des coups de main, puis de nous aider à bouger des choses, à ranger des choses, etc. Donc, lui est super content, puis nous, on est content de pouvoir justement faire notre part à ce niveau-là, au niveau social. Puis, sincèrement, ça ne coûte rien de faire ça. Et toutes les actions, je vous dirais, que je vous mentionne là sont à coût très, très faible. Ensuite, ce qui est super intéressant, on vient de terminer le dernier point, c'est qu'on a réfléchi sur, au lieu de, plusieurs d'entre vous peut-être font des donations chaque année. Nous aussi, on le faisait. On donnait de l'argent chaque année à des organismes auxquels on croyait. Et puis là, cette année, on s'est dit, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Plutôt que de donner de l'argent, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas à contribution notre actif principal, qui est notre outil de fabrication, de production, pour dire on va aider quelqu'un?
Puis là, au cégep à Dawson College, il y a un programme de design industriel. Puis il y a une des étudiantes de Dawson, qui est en plus une fille qui a un handicap physique, a eu l'idée de développer un produit super intéressant qui est une espèce de lit pliant qui sert aussi de chariot. Puis l'idée, c'est de le proposer à tout ce qui est agence qui s'occupe des migrants à travers le monde. Donc, typiquement, quand on a un migrant, on quitte un pays, on n'a absolument rien à part quelques sacs. Mais là, il faut qu'on traîne les sacs sur des kilomètres et des kilomètres pour traverser des frontières. Mais là, l'idée, c'est de dire, ben, au lieu de traîner tes sacs, tu peux les mettre sur un chariot qui, en fait, une fois que tu arrives à une étape X, tu peux l'ouvrir et ça devient un lit. Parce qu'il y a un matelas dessus, que ça devient un lit pliant. Alors, c'est vraiment, on l'a appelé en anglais un cart bed, donc vraiment un lit chariot, en fait. Et on a développé ce produit-là. On a aidé cette étudiante au niveau de la conception. Donc, nos ingénieurs ont travaillé dessus pour s'assurer que le produit avait du sens. On l'a ensuite fabriqué pour elle et on l'a aidé à en faire la promotion un petit peu. Puis aujourd'hui, il y a une campagne sur Kickstarter pour ce produit, puis elle est en train de commencer à le proposer un peu partout. Et on l'a fait évidemment sans lui charger un cent. L'idée, c'était vraiment de contribuer à un projet qu'on estimait être un projet intéressant au niveau social. Alors voilà. Dernier point, au niveau économique, en plus de tout ce qu'on avait déjà en place, on a décidé d'en plus développer certains partenariats avec d'autres écoles parce qu'on a trouvé l'idée des portes ouvertes très intéressante. Et puis, on a décidé de développer des liens avec d'autres centres de formation, donc entre autres le centre de formation professionnelle à Saint-Jérôme, par exemple, ou d'autres écoles secondaires, idéalement je vous dirais, dans des régions ou des écoles où la clientèle est peut-être un petit peu plus difficile. Donc, des gens qui ont plus de difficultés à l'école, qui se posent beaucoup de questions sur leur avenir. Donc, comme ça, on combine aussi un petit facteur social dans le facteur économique. Alors, ça ressemble un petit peu à ça. C'est quand même un petit résumé très rapide de ce qu'on a fait. Mais je vais m'arrêter là pour donner l'opportunité quand même de poser quelques questions. Merci beaucoup, Patrick. Est-ce qu'il y en a qui voudraient poser des questions plus spécifiques? Moi, j'en aurais une pour commencer. Je vais vous laisser réfléchir à vos questions pendant ce temps-là. Comment ça a été reçu par les employés? Est-ce que vous en avez fait la publication? Comment vous avez communiqué tout ça à vos employés? Oui, en fait, c'est un bon point, Sandra. Effectivement, premièrement, pendant la réflexion, on a quand même impliqué les employés dans la réflexion pour essayer de voir un petit peu, eux, qu'est-ce qui les sensibilise, en fait, à quelle cause ils sont sensibles. Parce que l'idée, c'était de dire, si on veut que tout le monde y croit puis que tout le monde embarque dans le programme, il fallait que ce soit un programme qui soit perçu comme pertinent par une majorité d'employés. Donc, on les a quand même impliqués dans la réflexion. Puis à la fin, la fiche que je viens de partager avec vous, c'est un petit peu la fiche officielle qui résume un peu la fin du projet de réflexion, puis qui dit, voilà ce qui est ressorti de notre brainstorming et de notre réflexion. Puis c'est une affiche qui est communiquée à tous, puis sur laquelle, dans les tâches qui sont dans le bas de l'affiche, en fait, il y a vraiment une personne responsable pour la mettre en place. Alors, on a vraiment des responsables spécifiques, en plus d'une date spécifique à laquelle ça doit être fait. Puis, comme je vous l'ai mentionné, il y a des choses qui ont déjà été mises en place, entre autres la fabrication du cart bed, c'est déjà fait. Les bornes électriques, c'est déjà fait. Donc, on est vraiment, on le traite comme étant un projet, comme si c'était un projet business, là, pour s'assurer que ça soit fait, justement. Excellent, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un, en fait, c'est pas nécessairement pour des questions, s'il y en a qui veulent partager peut-être des choses. Le Patrick a déjà mentionné beaucoup de choses qui ont été faites dans son entreprise, mais peut-être qu'il y en a qui ont fait autre chose qui voudraient aussi le partager. Je réalisais, oui. Oui, salut Patrick, ça va bien? Salut Frédéric, ça va et toi? Ça va. Et en lien avec ce que Sandra vient de poser comme question, parce que nous, ça reste quelque chose que je vois par rapport aux avantages du RSE. Au niveau de tes employés, est-ce que ça a été amené comme c'est une valeur de plus au niveau de rester en entreprise? Et est-ce que vous en servez au niveau de l'embauche, sachant que ces temps-ci, le défi d'embauche est particulièrement intense? C'est quoi l'impact finalement de rajouter ça dans votre marque employeur dans ce que vous êtes finalement là, dans l'entreprise, à titre d'entreprise? Écoute, c'est une question intéressante parce que ça m'amène peut-être à mentionner quelque chose. SBB, il y a 4 ans, ça n'allait pas du tout. On était en difficulté financière assez importante. Donc, je dirais que
à ce moment-là, moi, j'ai eu l'opportunité de dire, je rachète l'entreprise. OK, je vais la gérer différemment, j'investis, je mets tout ce que j'ai. Puis voilà, à 50 ans, j'ai décidé de devenir entrepreneur. Mais en même temps, en faisant ça, pour moi, c'était un moyen d'aligner mes valeurs personnelles avec les valeurs de l'entreprise. Ou plutôt l'inverse, pardon, d'aligner les valeurs de l'entreprise avec mes valeurs personnelles. Je me suis dit que je suis dans une position hyper privilégiée de pouvoir faire en sorte de mettre en place des choses auxquelles je crois parce que j'ai un outil fantastique qui est mon entreprise. Sans l'entreprise, je n'aurais pas eu les mêmes moyens de les mettre en place. Alors, ça fait depuis ce temps-là que je réfléchis à comment je peux faire ça. Dans les premières années, Frédéric, c'était beaucoup plus difficile parce que financièrement parlant, honnêtement, notre focus était vraiment sur le redressement de l'entreprise. Alors, on n'avait absolument rien fait. Puis depuis 2 ans, on y pense un petit peu plus. Puis là, on a un petit peu plus les moyens de le mettre en place. Et effectivement, c'est important pour nous au niveau de l'attraction et de la rétention. Quand on parle d'attirer des jeunes talents, quand je dis jeunes, je parle des gens qui sont dans la fin de la vingtaine. Mais c'est quand même important d'être capable de leur dire « oui, je partage les mêmes valeurs que toi ». Et oui, je ne fais pas juste te le dire, je le mets en œuvre, en fait, c'est concret. Est-ce que ça répond bien à ta question, Frédéric? Oui, bien donc tu sens effectivement qu'il y a un impact là, sur ça, surtout pour les jeunes générations, parce que c'est aussi quelque chose auquel je réfléchis. Donc, merci. Puis, si je peux me permettre, désolé, je vais rajouter sur la certification ISO 14001. Elle aussi, on a estimé qu'elle était importante. Je vous avoue que cette certification a zéro impact pour nous à l'international. Elle n'est jamais dans aucun appel d'offres. Il n'y a jamais aucune demande qui est par rapport à ça. Donc, ça, c'est vraiment purement sur une base volontaire. Là-dessus, c'est probablement, avec les bornes électriques, je dirais, c'est probablement la mesure qui coûte le plus cher à implanter. Mais on estime qu'au niveau local, avec nos partenaires locaux, que ce soit nos fournisseurs ou nos clients, elle va avoir un impact parce qu'ici, on est beaucoup plus sensibilisé à cette notion-là. Mais c'est sûr que quand on est en Inde ou en Indonésie, puis que notre focus principal, c'est de mettre à manger sur la table, je veux dire, on s'entend que la priorité environnementale n'est peut-être pas nécessairement là. Mais dans les pays un peu plus privilégiés dans lesquels on est, oui, c'est important. Patrick, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ISO 14001, c'est quoi en fait? En fait, c'est une norme qui va mesurer un peu l'impact environnemental que tes opérations vont avoir, puis s'assurer qu'elles restent sous contrôle. Surtout, je dirais, dans une entreprise qui est un petit peu comme la nôtre, donc on a quand même beaucoup de soudure, on est vraiment dans le travail du métal, de l'aluminium. Donc, on voulait s'assurer de passer le message que malgré le fait qu'on était une shop, entre guillemets, on est capable de travailler proprement. Donc, nous, ici dans l'usine, quand on rentre, pour ceux, je sais qu'il y en a certains ici qui ont visité notre usine, c'est propre, tu sais, l'air est propre, la qualité de l'air est hyper propre parce qu'on fait l'extraction de tout ce qui est fumes à la source. Donc, lors de la soudure, là, toute la fumée, toutes les particules, en fait, sont aspirées directement à la source. Alors, elles ne se promènent pas dans l'air. Puis pour nous, ISO 14001 venait confirmer que les mesures qu'on avait mises en place, encore une fois, sans nécessairement mettre d'étiquette dessus, étaient reconnues par une certification. Parce qu'en réalité, 14001, dans notre cas à nous, ne vient pas nous créer un défi supplémentaire pour dire il faut que tu mettes en place telle et telle chose. Ça vient plutôt dire, OK, tu as déjà un ensemble de choses en place, cette norme va venir reconnaître que toutes ces choses-là te permettent de te qualifier dans cette norme-là. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait parler? On est là pour échanger. Oui, slide sharp. C'est correct, c'est Clyde. Excuse-moi. Bon matin, Patrick. Salut Clyde, long time no see. Yeah, exactly. Fait que moi, la question, c'est vraiment comment est-ce que vous avez défini le programme meilleur ou que vous voulez pour SBB? Est-ce que c'était un comité interne? Est-ce que vous avez travaillé avec un consultant ou d'autres partenaires? Comment est-ce que vous avez fait ça? C'était quoi votre cheminement à définir votre plan RSE? En fait, on a tout fait à l'interne. On n'a pas utilisé de ressources externes sur ce projet-là. On a donné le mandat, en fait, le leadership du projet a été à notre personne qui s'occupe du marketing parce que nous, dans la notion de marketing, on inclut la notion expérience employée en plus de l'expérience client. Alors, l'expérience client, c'est une chose, mais on voulait s'assurer aussi qu'il y a une expérience employée. Pour faire une petite parenthèse, l'expérience employée, c'est de s'assurer que à partir du moment où un employé frappe à la porte d'SBB, là, que ce soit via le site web ou n'importe quoi, jusqu'au moment où
il ressort de chez SBB, ben, qu'est-ce qu'il a vécu? Tu sais, c'est quoi son feeling général, puis comment il s'est senti de travailler pour une entreprise comme celle-ci? Alors, la personne du marketing avec les RH avait comme mission de vraiment s'assurer de couvrir cet aspect d'expérience employée. Et c'est vraiment dans le cadre de l'expérience employée qu'on a eu cette première discussion avec nos employés par rapport à la RSE. Et on l'a implanté avec le leadership donc de la personne de marketing, mais la collaboration de tout le monde. On avait l'équipe de direction qui devait s'assurer que les choses étaient implantées dans certains délais, puis qu'il y avait la responsabilité d'implantation. Mais on a utilisé tous nos employés. En fait, on a fait un brainstorm des 15 personnes dans les bureaux là, pour avoir un peu la discussion autour de ça. Parfait. Puis c'est quoi avez-vous un plan futur, un 3, 5, 10, quelque chose comme ça pour ce programme-là, ou c'est-tu vraiment court terme pour l'instant? Pour l'instant, il est court terme parce que les choses qu'on peut mettre en place, en fait, on a réalisé qu'elles pouvaient se mettre en place dans l'année en cours. Tu sais, il n'y en a pas beaucoup dans ce qu'on a identifié, en fait, dans la fiche. Je vais peut-être la partager de nouveau juste pour pouvoir m'y référer encore. Vous voyez, dans la fiche ici en bas, il n'y a pas énormément d'initiatives qu'on a identifiées comme étant à mettre en place, en plus de ce qu'on a déjà. Puis là-dessus, il y en a 1, 2, 3, 4 qui sont déjà mises en place. Donc, les bornes électriques, c'est déjà fait. L'insertion de personnes handicapées puis la diversité dans le recrutement, c'est déjà fait. La fabrication d'un bien utile, c'est déjà fait. Là, il reste la récupération des eaux de pluie, le tableau d'ancienneté, puis développer les partenariats avec d'autres écoles. Alors, ce n'est pas beaucoup. C'est pour ça qu'on s'était donné 1 an, parce qu'on trouvait qu'1 an, c'était réaliste pour implanter ça. Alors, la prochaine étape, on n'est pas certain de ce que ça va être, mais c'est certain qu'on va garder notre focus là-dessus, mais je ne sais pas si on aura de grandes mesures qui seront mises en place, honnêtement. Je trouve qu'on a, pour une PME, sincèrement, je trouve qu'on en a déjà pas mal. C'est pas mal ce qu'on fait. Il y a toujours sûrement moyen de s'améliorer, mais déjà, je trouve que c'est bien. Parfait. Merci beaucoup, Patrick. Salut Patrick, Sylvain Tassé, Quadraplace, ça va bien? Salut Sylvain, oui, ça va? Ben oui. Fait que, premièrement, je te félicite pour cette belle initiative-là. Puis je dois dire que ça me rejoint moi aussi. Là, j'aime bien trouver des façons de redonner un peu à la société, mais effectivement, ça va bien mieux quand tu commences à faire de l'argent. Donc, moi aussi, j'ai acheté Quadraplace en 2019, puis l'entreprise était définitivement pas en problème financier, mais par contre, au niveau style de gestion, j'ai un style de gestion peut-être qui ressemble plus au tien que celui d'Hubert, puis qui était l'ancien propriétaire, qui n'est pas une critique du tout. Là. C'est vraiment, le gars, c'était un opérateur, puis c'était un gars de cœur qui donnait beaucoup à ses employés, mais il était vers la fin de son entreprise. Donc, quand on reprend une business, des fois, on a le goût de faire les choses différemment, puis de mettre à contribution peut-être les employés au niveau des idées, d'aller chercher les idées qu'ils peuvent avoir, puis de les encourager à amener ces différentes idées-là, autant pour le bien-être des employés à l'interne dans l'entreprise que pour l'environnement aussi. Donc, nous, on a donné aussi aux organisations locales, que ce soit Paliavi, on a fait quelque chose de bien différent cette année. On a payé 6 années d'école, de frais d'école pour une nouvelle école qui est ouverte à Rivière-du-Loup, qui est tout près d'un de nos clients, qui s'appelle Vision, qui est une école trilingue. Puis on a offert de payer les frais scolaires pour une élève qui n'avait pas les moyens d'aller à cette école-là. Donc, je suis un peu à la recherche d'idées aussi, puis j'ai eu quelques inspirations là, ce matin en t'écoutant, donc c'est pas mal intéressant. La récupération d'eau, écoute, ça m'intéresse beaucoup parce que nous, avec, on a quand même assez grand building, là, puis Dieu sait qu'il y en a de l'eau qui coule là-dedans. Comment est-ce que vous planifiez faire ça, puis récolter, c'est peut-être un peu technique là, pour l'appel, mais en tout cas, peut-être qu'on pourra s'en parler par après. J'aimerais ça qu'on partage les idées là-dessus. Je trouve l'idée extraordinaire là, parce que sur un plafond un toit de 60 000 pieds carrés, il y en a de l'eau là, qui est récupérée. Là. Nous, c'est incroyable là, la quantité d'eau qui est récupérée là. Puis,
je trouve ça dommage que cette eau-là s'en aille dans les égouts, dans le fluvial, là. Donc, peut-être qu'on pourra s'en parler par après, là, dans le courant de la semaine. Oui, écoute, ça va me faire plaisir, Sylvain, tu me contactes quand tu veux. Ouais. Ça, c'est une des initiatives qu'on n'a pas encore mise en place. On y a réfléchi très rapidement pour voir quel genre de système on pouvait mettre en place. On va probablement patenter quelque chose nous-mêmes plutôt que d'essayer d'acheter quelque chose peut-être sur le marché. Encore une fois, ça fait partie aussi de la démarche de dire on implique nos employés. Donc, tu sais, quand on donne ce mandat-là aux gens qui travaillent dans l'usine, ça change un peu le mal de place. Ils vont faire quelque chose d'un petit peu différent. Puis c'est le fun de savoir que ce que tu fais va contribuer à améliorer ta position au niveau du développement durable et de l'environnement. Donc, c'est probablement des choses qu'on fera à l'interne, mais ça va me faire plaisir de partager avec toi nos démarches. Ouais. Super, merci. Bonjour, je vais me présenter. Je ne connais pas personne dans le groupe. Mon nom, c'est Michael McSween. Je suis superviseur du département des achats chez Stablex. Et comme vous pouvez l'imaginer, de l'eau chez Stablex, on en utilise beaucoup. Puis on a effectivement un grand programme de récupération d'eau. Alors, évidemment, je travaille avec Michel Perron. Et puis, si jamais on peut contribuer peut-être à certaines techniques ou certaines valeurs ou les quantités d'eau qui sont récoltables suivant les surfaces, soit les surfaces de toit ou les surfaces terrestres, c'est des points d'accumulation qui sont très importants. Donc, si jamais on peut vous aider de ce côté-là chez Stablex, on pourra en discuter à l'extérieur de la rencontre. Bon, mais voilà, on a notre in. Super. On va t'appeler, Michael. Pas de problème, je suis disponible. Absolument. C'est vraiment le fun parce que ça sert à ça, la fabrique industrielle, justement, à trouver des bons partenaires pour des projets puis de partager les idées là, dans le groupe. Donc, merci beaucoup, Michael. Il y a d'autres gens là, qui n'ont pas parlé. Est-ce qu'il y en a qui voudraient… Alexandre? Oui, bonjour à tous. Donc, dans un premier temps, merci beaucoup, Patrick, pour ton intervention. Et merci, Marie-Ève, et à la Chambre de commerce pour l'organisation de ce beau meeting. Un petit peu sur la même note que celle de Michael de chez Stablex, ici, j'aimerais faire intervenir un autre point qui est celui, donc c'était vraiment excellent de voir l'ensemble des points relatifs à la récupération de l'énergie, récupération de l'eau. Ici, un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est potentiellement l'utilisation de nouveaux matériaux, de nouvelles matières qui sont potentiellement beaucoup plus respectueuses de l'environnement et qui ne sont pas des dérivés du pétrole. Est-ce que, tant qu'à moi, ici, ça intervient tout à fait dans le cadre de la RSE, notamment sur le plan environnemental. Patrick, par exemple, est-ce qu'au sein de votre compagnie, est-ce que vous avez déjà pensé, ou est-ce que c'est peut-être même quelque chose de faisable, de faire intervenir de nouvelles matières, peut-être sur les points de vue de l'outillage, notamment, je pense, au bioplastique, plutôt que justement faire des choix industriels et de s'équiper en outillage métallique provenant de la métallurgie, tout simplement, qui ont des coûts environnementaux qui sont beaucoup plus grands que sur les bioplastiques. Est-ce que c'est une option qui a été envisagée? Merci pour ta question, Alexandre. Honnêtement, non, on n'a pas envisagé ça. Nous, on est, je te dirais, à 98% dans l'aluminium. On ne touche pas vraiment, on ne touche plus en tout cas à l'acier. On le faisait dans l'ancienne vie de l'entreprise, on ne le fait plus aujourd'hui. On est vraiment focusé 100% sur l'aluminium, qui est un matériau qui est quand même beaucoup plus vert par ses méthodes d'extraction que le métal, que l'acier pourrait l'être. Dans l'usine, on est quand même en partie automatisé. On n'utilise pas beaucoup, je ne sais pas, peut-être tu pourrais préciser à quel genre d'outil tu fais référence, mais on n'utilise pas beaucoup d'outils comme ça rapidement où je pourrais voir une possibilité de transition vers quelque chose de différent que du métal, en fait. À quel genre d'outil tu penses? Je comprends tout à fait ton point, notamment du fait que tu utilises de l'aluminium puis vraiment du métal au final. Mais moi qui ai travaillé dans l'aéronautique et qui à l'heure actuelle travaille énormément avec des bioplastiques, donc Neima Incorporé, c'est vraiment une entreprise qui fait de la fabrication 3D de bioplastiques. Donc n'importe quel outillage, que ça peut être de la mise en position, du maintien en position à faible charge, n'importe quel outillage qui traditionnellement utilise du métal, donc avec un coût énergétique d'obtention faramineux,
chez Neema, notre leitmotiv, c'est vraiment de proposer une solution alternative, mais en bioplastique. Donc ici, quand je dis bioplastique, c'est-à-dire que ce ne sont pas des dérivés du pétrole, mais des dérivés d'amidon de maïs. Donc vraiment qui, d'un point de vue environnemental, sont beaucoup plus propres et qui permettent un cycle de recyclage beaucoup plus propre et beaucoup plus local au final. Donc je comprends tout à fait que ce ne soit pas forcément adapté à votre usine ou à votre processus de fabrication, mais pour les autres intervenants de cette réunion, je suis persuadé que ça pourrait être une opportunité pour vous justement pour implanter des notions de RSE à l'intérieur de votre entreprise. Juste pour ton info, Alexandre, bonjour. Merci pour le point. Pour notre part, on est un extrudeur de PVC, puis le bioplastique, on a travaillé avec déjà depuis, ça fait environ 1 an. Malheureusement, la barrière au niveau prix est vraiment importante et fait que ce produit-là n'est pas encore, n'est pas arrivé à trouver un price point qui serait intéressant pour le marché pour venir remplacer le PVC, mais c'est clair que c'est une matière qui offre beaucoup d'intérêt à partir du temps où est-ce qu'on veut recycler tout ce qui est produit. Là. Donc, peut-être qu'on pourrait échanger avec ensemble directement puis voir si votre approche peut nous permettre d'avancer dans ce projet-là. Ça me fait très plaisir. Merci. Ouais. Merci, Sylvain. Marie-Ève, j'aurais une petite question pour toi. Est-ce que les adresses courriels des gens vont être partagées? Comme Sylvain, s'il veut rentrer en contact avec Alexandre, là, ce serait peut-être intéressant de pouvoir avoir le contact des autres gens. C'est ça, je suis en train de me prendre des notes de qui voulait parler avec qui. Mais si tout le monde est à l'aise, je pourrais envoyer à tous la liste de toutes les adresses courriels finalement des participants, là, si tout le monde est à l'aise. Sinon, j'aurais juste mis en lien les gens. C'est comme vous préférez. Là, si tout le monde me dit oui, ça sera simple. Oui, absolument. Ben oui. On Oui, est là pour ça. Hein. Personne ne s'oppose. Parfait. Alors, je fais ça. On est tous d'accord. Merci. Brigitte, est-ce que on t'a entendu parler? Est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager sur la RSE ce matin? Ben, écoute, je me présente pour commencer. Je suis Brigitte Pelletier. Je suis représentante technique au niveau des compresseurs. Je représente une compagnie allemande qui est dans le milieu depuis 100 ans de père en fils. C'est toujours intéressant de voir les stratégies des autres compagnies, de voir que l'employé fait partie de la compagnie, fait partie une part au profit. Je pense que c'est une méthode pour motiver encore plus les employés, surtout en ce moment avec la pénurie de main-d'œuvre. Moi, écoutez, je suis représentante technique dans les compresseurs. Donc, quand vous parlez d'énergie, j'ai entendu au niveau de l'eau, récupération des eaux de pluie. Moi, je peux aider les compagnies au niveau de la récupération de l'énergie, de sauver des kilowatts que vos compresseurs vous coûtent beaucoup moins cher en énergie. Donc, si quelqu'un a besoin, ben, je suis là. Ça me fera plaisir. À titre gratuit, je peux examiner votre parc puis vous donner des conseils pour l'améliorer. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Merci, Brigitte. Si je peux peut-être faire un petit commentaire, Sandra, moi, je dirais que la RSE, en fait, je pense que la clé pour que ça soit implanté avec succès, c'est qu'il faut que ça soit authentique. Il faut que vous y croyez. Et tu sais, je réalise, on n'est pas tous, on n'a pas tous des lunettes roses, là, c'est bien correct comme ça. Mais justement, la clé, c'est d'essayer de trouver dans la très, très large gamme des initiatives qui pourraient être mises en place dans le cadre d'une RSE, trouver peut-être 4-5 initiatives qui correspondent un peu à votre système de valeurs. Puis honnêtement, c'est quasiment impossible de ne pas en trouver. Puis on n'est pas obligé d'aller aussi loin que de la récupération d'eau de pluie, etc. Ça, c'est des choses auxquelles on pourrait s'adresser un petit peu plus tard. Mais dans le début, les choses de base, là, comme changer ses luminaires pour des LED, il y a des programmes de subvention avec Hydro-Québec. Ça coûte des peanuts de faire ça, par exemple, dans un bâtiment qui est peut-être un petit peu âgé. Il y a plein de petites choses comme ça qui ne coûtent pas grand-chose. Vous avez un outil de production. Si vous êtes fabricant, vous êtes capable de l'offrir pour fabriquer des choses qui peuvent être utiles à des gens dans la communauté autour de vous. Ça ne coûte rien. Ça fait plaisir à vos employés. Ça vous positionne favorablement dans la communauté.
Donc, pour moi, c'est vraiment des petites choses comme ça auxquelles il faut juste réfléchir un petit peu. Puis, sérieux, c'est facile d'en trouver 3-4 à mettre en place. Puis, 3-4, c'est suffisant pour dire je suis dans un processus de RSE, je suis engagé dans ce processus-là. Pas besoin d'avoir un truc hyper complexe qui va prendre des ressources de partout. C'est très simple à mettre en place. Ça peut être fait à coût quasi zéro pour plusieurs des initiatives, mais l'impact peut être très intéressant. Merci beaucoup, Patrick. En toute transparence, je t'écoutais parler et je n'ai pas de programme RSE, mais 90% de tout ce que tu as nommé comme chose, je les ai déjà. Donc, moi, ça m'a éclairé à peut-être plus le communiquer puis à le partager. Je pense que, effectivement, là, de l'utiliser pour faire valoir qui on est en tant qu'entreprise, ça va être très pertinent. Donc, moi, c'est ce que ça m'a apporté aujourd'hui. J'apprécie beaucoup ton partage. Je vais très certainement l'utiliser. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres, Laurence? Oui, dans le fond, je me présente, Laurence, je suis partenaire d'affaires Talent et Culture. Fait que qu'est-ce qui est plus ressources humaines? C'est ça, je m'en occupe. On n'a pas de programme RSE. Par contre, moi, je serais curieuse de savoir un peu au niveau des initiatives pour mobiliser les employés. Tu parlais un peu par rapport au niveau Père Noël et tout ça, dans le fond, des initiatives plus sociales. Mais est-ce qu'il y a d'autres initiatives que vous mettez en place pour mobiliser les employés outre l'attraction des talents sur le marché, plus à l'interne? Oui, avant de te répondre, tu salueras bien fort mon ami Gaëtan, s'il te plaît. Oui, parfait. Je veux dire allô. Oui, effectivement, tu sais, ce que je vous ai présenté, c'est disons, la partie un petit peu plus structurée de nos initiatives RSE. Mais à côté de ça, aujourd'hui, pour la rétention d'employés, c'est hyper important, surtout avec la période qu'on vient de passer. Personnellement, je ne suis pas un méga fan du télétravail. Je trouve que le télétravail nous a fait perdre beaucoup de cette cohésion, de cet esprit d'équipe, de cette spontanéité qui fait en sorte cette créativité qui fait en sorte que juste en se parlant, des fois, on trouve des solutions à des problèmes qu'on ne savait même pas qui existaient, en fait. C'est un peu ce côté-là qu'on a perdu. Donc, nous, de notre côté, on a beaucoup d'activités, justement, ensemble. Tu sais, par exemple, à la mi-octobre, on a une activité de genre un peu chasse au trésor qu'on fait à l'extérieur, dans les bois, à la recherche d'un trésor caché, etc. Donc, c'est encore une fois pour essayer de faire travailler les équipes ensemble. Puis, on en a comme ça à travers l'année. On a généralement aussi une activité à Noël. On a essayé de penser aussi à une activité de plantation d'arbres pour revenir un peu dans un cadre plus RSE. Il y a deux choses auxquelles on a pensé. Planter des arbres et ou contribuer genre… le centre d'accueil au centre-ville d'itinérants anglophone, Mission Old Brewery. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a réalisé que tout le monde n'avait pas la même disponibilité. Puis c'était compliqué d'avoir une espèce de consensus au niveau des employés pour dire oui, on va aller planter des arbres telle journée de telle heure à telle heure. Puis si c'est pour avoir une division dans les employés entre ceux qui seront présents et ceux qui ne seront pas présents, je te dirais, on a préféré faire marche arrière sur ce type d'activité qui semblait un peu complexe à organiser. Même chose avec la Mission Old Brewery, ils ont une super belle philosophie derrière ce qu'ils essayent de faire. Mais tu sais, ça sous-entend de lever des fonds à un certain niveau pour pouvoir participer à une activité où on va servir la bouffe dans la cafétéria, etc. chez eux. Là aussi, ça vient chercher peut-être une certaine division avec, par exemple, des gens d'usine qui ont moins les moyens de contribuer, tu sais, qui ont peut-être un peu plus de mal à joindre les deux bouts à la fin de chaque couple de semaines. Leur demander de contribuer de l'argent ou de lever des fonds dans leur communauté autour d'eux pour pouvoir participer à une activité comme ça, c'était un petit peu moyen de notre côté. Alors, on a décidé plutôt de faire marche arrière sur ce type d'initiative, mais on maintient quand même en place les initiatives où, en fait, c'est l'entreprise uniquement qui contribue au coût. OK, je comprends. Je voudrais ouvrir une parenthèse, je m'excuse, Laurence. Nous, on a fait du bénévolat avec Moisson Laurentide. C'était durant les heures de travail. C'était volontaire, les gens qui voulaient y aller. On a fait ça presque 1 an et les levées de fonds se faisaient au sein de l'entreprise
pour un dîner spaghetti qui coûtait 5 on voulait, quelqu'un pouvait mettre des jeans le mercredi, ben, ça coûtait 50 cents. Fait qu'on a fait des activités comme ça. Puis c'était intéressant parce que lorsqu'on faisait le bénévolat pour les aider justement à faire du tri dans les aliments, etc., ça crée un rapprochement entre les divers départements. Oui, totalement. Merci. Ça crée un purpose de pourquoi tu es là aussi. Oui. Parce que c'est sûr que Oui. tu as ton travail, mais à la fin, tu te dis, hey, je travaille, tu es fier aussi de travailler dans cette entreprise-là qui contribue à la société, puis qui a des belles valeurs aussi. Fait que non, c'est vraiment bien. L'initiative Opération Père Noël, je vous dirais, remplit vraiment cet objectif-là. Oui. Pour nous, c'est l'occasion de chacun de son côté va aller faire l'achat de cadeaux, etc. Puis, en fait, pendant l'année, il y a une déduction qui est faite automatiquement sur les salaires des gens qui acceptent de le faire. Mais en fait, dans notre cas, tout le monde a accepté d'avoir une déduction sur le salaire directement pour avoir suffisamment d'argent pour dire on va acheter quelque chose pour les enfants en besoin. Et l'entreprise, en fait, va matcher les montants qui ont été contribués pendant l'année par les employés. Okay. Et puis, avec tout ça, on fait une espèce de grosse opération de cadeaux, emballage. Puis, en temps normal, les 2 dernières années, on n'a pas pu le faire comme ça à cause de la pandémie, mais en temps normal, on va nous-mêmes, en fait, donner les cadeaux. Donc, les employés vont être dans l'environnement dans lequel ils peuvent donner les cadeaux aux enfants qui en ont besoin, etc. Alors, ça rapproche beaucoup comme genre d'activité, c'est certain. OK, super. Ben, c'est vraiment bien. Nous, on n'a pas encore ça, dans le sens, c'est quelque chose sur quoi j'aimerais travailler, mais dans le fond, je me dis, est-ce que, c'est une question plus ouverte, là, je me dis au niveau de l'attraction des talents, est-ce que vous vous situez, par exemple, je ne sais pas, 2 jours par année, c'est au niveau volontariat social. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez peut-être plus promouvoir, mettons, au niveau plus marketing, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée de le promouvoir aussi comme ça? Oui, je vais vous avouer, ma source d'inspiration pour beaucoup de trucs reliés à la gestion de l'entreprise puis au bien-être des employés est inspirée par la compagnie Gsoft de Montréal. Donc, je fais beaucoup d'espionnage sur leur site web pour voir un petit peu ce qu'ils ont en place. Puis effectivement, je pense depuis un moment à essayer de mettre en place une journée peut-être par année où on peut dire aux gens, cette journée-là, tu ne rentres pas travailler puis tu fais du volontariat pour une cause qui te tient à cœur. Et de cette façon-là, on n'est pas obligé d'avoir tout le monde qui fait la même chose en même temps, mais on peut donner l'opportunité à chacun de s'investir dans quelque chose dans lequel il croit. Oui, totalement. Non, j'aime ça. Je vais aller voir moi aussi. Ouais, vous aussi, vous voulez le mettre en place? C'est quelque chose, mais je vais aller voir Gsoft. C'est comme tu dis, c'est le fun aussi de regarder d'autres entreprises. C'est sûr, des fois, ces entreprises sont plus grandes, mais ça donne une bonne idée un peu de l'alignement que tu peux faire au niveau plus social. Oui, puis c'est sûr, il faut le faire par rapport à ses moyens. Moi, je regarde Gsoft en m'en inspirant, mais c'est sûr, on n'a pas le même modèle d'affaires, on n'a pas les mêmes moyens financiers, mais quand même, ça donne des idées. Puis finalement, ça te force à être un petit peu créatif dans ton approche pour dire, OK, je n'ai pas les moyens de le faire de cette façon-là, mais est-ce que je peux le faire d'une autre façon qui me coûterait pas mal moins cher? Oui, c'est ça. On fait souvent des choses comme ça. Super. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi, Laurence. Stéphane Charon, est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager? Juste toi qui n'as pas parlé encore. J'ai été silencieux aujourd'hui, hein? J'ai été silencieux aujourd'hui. C'était vraiment intéressant, là, Patrick. Salut Patrick, en passant. Un peu comme toi, Sandra, on se rend compte qu'on en fait des choses, mais on les met juste pas sur papier, puis souvent on les passe sous le tapis sans en profiter, puis aller chercher le crédit, tout ça. Fait que de mettre ça sur papier fait en sorte qu'on peut le communiquer. Chez nous, on a fait des visières pour Bauer pendant la pandémie. Ça a eu un effet énorme sur le moral de tout le monde. Mais là, une fois que c'est fini, on ne l'a pas marqué nulle part. Puis, on fait des actions comme ça sans les marquer, mais d'avoir quelque chose de plus planifié puis s'en servir. On a investi beaucoup d'argent sur la marque employeur. Puis, ça, c'est le genre de choses pour une marque employeur qui est très bonne, mais on ne l'a pas marqué nulle part. On le fait. C'est un peu dans notre ADN, on le fait, puis après ça, on l'oublie. Mais je pense que de le marketingiser, si ça se dit, c'est peut-être ça que je retiens de ce qu'on vient de parler aujourd'hui. Il y avait la démarche. Toi, quand tu as fait la démarche, Patrick, peut-être ma seule question que j'avais, est-ce que tu as suivi
tu as eu un genre de plan que tu as suivi pour faire cette démarche-là, ou bien tu es allé chercher les idées et tu as mis en place quelque chose à l'interne tout simplement? Ou parce que pendant que tu parlais, je suis allé voir s'il y avait des plans sur Internet là, de RSE, mais vous avez fait quoi chez vous pour en arriver à votre one-pager que vous avez? On y est allé au GOTS, honnêtement. On y OK. est allé comme on croyait qu'on pouvait y aller de façon relativement simple. Honnêtement, ce n'est pas un processus qui a pris beaucoup de temps. La première étape, ça a été vraiment de faire le bilan des choses qui étaient déjà en place. Tu sais, j'ai commencé ma présentation en vous présentant tout ce qui était déjà en place. Mais quand tu n'y penses pas, tu ne réalises pas que ça fit dans un des piliers de la RSE. Mais quand tu y penses suffisamment, puis ça, c'était le mandat qu'on a donné à la ressource marketing qu'on avait en disant, écoute, regarde tout ce qu'on a déjà, pose des questions, puis on lui a donné carte blanche pour aller voir tout le monde, là, des gens dans l'usine, des gens un peu partout pour dire comment tu fais ci, comment tu fais ça. Puis finalement, on a réalisé, my God, on a une liste longue comme ça de choses qui sont déjà en place sans qu'il y ait une étiquette dessus RSE. Puis après ça, ben, tu sais, c'est très simple, un petit brainstorm avec tout le monde pour qu'ils se sentent impliqués dans le processus. Puis ensuite, ben, une responsabilisation pour dire, ben, voilà la personne qui va mener le projet à terme. C'était relativement simple, ça s'est fait en dedans d'une journée, en fait, toute cette, je veux dire, à part la partie question pour monter le bilan de tout ce qu'on avait, mais après ça, c'était à l'intérieur d'une journée que ça s'est fait. Merci. Merci. Investissement Québec, notre partenaire, Yannick et José, je ne vous ai pas entendu non plus. Merci. Merci, Sandra. Patrick, premièrement, merci beaucoup pour le partage super intéressant. Puis, il n'y a pas une journée que je passe, puis José, je suis certain que c'est la même chose, on ne vous entend pas comme entrepreneur, manufacturier, distributeur, nous dire au niveau de la rareté de la main-d'œuvre, de la rétention, etc. Fait que Patrick, je suis convaincu que vous devez déjà en ressentir au niveau de l'embauche, puis au niveau de la rétention / mobilisation, je suis convaincu de, comme dirait Stéphane, marketing, je me souviens plus, en tout cas, de mettre la mise en marché, de la communication de votre plan, là, autant avec vos employés actuels, vos réalisations, puis l'avancement de ça qu'à l'externe, quand vous embauchez, vous allez voir même au niveau de la rétention de la main-d'œuvre, puis votre taux de productivité, même si on pousse loin, là, mais les gens, le fait d'être engagés, ils prennent ça plus à cœur, de faire partie d'une organisation, vous allez avoir des impacts là, que j'en suis convaincu. Félicitations. Merci, mais effectivement. Yannick, c'est marketingisé. Essaye-les pas dans un jeu de Scrabble, ça pourrait être ça marche contesté, pas, là, mais c'est la prononciation qu'il faut qu'il devienne naturel. Marketingisé. Effectivement, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, on a tous cette problématique de main-d'œuvre et puis on est rendu à un stade où on est obligé de réfléchir plus loin que simplement c'est quoi le besoin de l'entreprise, comment je le comble. Il faut vraiment créer un. Tu sais, quand tu y penses comme il faut, là, tes employés passent plus de temps chez toi dans l'entreprise qu'ils n'en passent chez eux à la maison. Donc, je veux dire, techniquement, ils vivent ici une bonne partie de leur journée. Alors, il faut leur offrir un environnement dans lequel ils ont envie d'être, dans lequel ils se reconnaissent. Puis, avec toutes les contraintes qui viennent avec le fait de devoir gérer une certaine équité, etc. Tu sais, c'est pas, je le dis comme si c'était facile, mais dans la réalité, ce n'est pas si facile que ça. Mais je pense qu'on est vraiment tous rendus à devoir réfléchir une step de plus loin là, pour dire je fais comment pour offrir ces petits extras à mes employés pour qu'entre le voisin d'en face et moi, ben, ils choisissent moi. Aujourd'hui, on n'est plus en train de se concurrencer entre entreprises du même secteur comme c'était le cas il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, quelqu'un qui est dans le plastique ou quelqu'un qui est dans le domaine des services va être tout aussi une concurrence pour moi que quelqu'un dans le domaine du métal. Donc, c'est la nouvelle réalité. Puis les employés ont l'embarras du choix de où est-ce qu'ils veulent passer la moitié de leur vie. Là. Fait que faut que ça soit, entre guillemets, faut que ça soit le fun pour eux, puis qu'ils voient Et d'où l'intérêt qu'on a eu, nous, à mettre en place la fameuse expérience employée, tu sais, pour aller au-delà de simplement l'expérience client ou fournisseur, c'est vraiment l'expérience employée. C'est comment faire en sorte que tu te reconnaisses dans les valeurs de l'entreprise, puis que tu te reconnaisses dans l'environnement tous les jours. Tu sais, quand tu rentres ici à 8 heures et que tu repars à 5 heures, ben c'est quoi que tu as vécu? C'est quoi qui est ressorti? Puis quand tu as passé 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans chez nous, puis que tu es reparti ailleurs, c'est quoi l'impact que SBB a eu sur toi, ta vie personnelle, ta carrière, ta croissance personnelle? Parce que c'est ça, en fait. Tu sais, moi, je fais partie de ceux qui croient que si un employé rentre ici pendant 5 ans, puis nous quitte après pour poursuivre sa carrière ailleurs, tu sais, j'ai aucun problème avec ça. Puis
la plus grande fierté que j'aurai, c'est de voir que la personne est rentrée à ce niveau-là puis est sortie de chez nous à ce niveau-là. Ça veut dire qu'on a rempli notre rôle comme citoyen corporatif. On a fait ce qu'on avait à faire. La personne nous a donné de son temps, mais nous, on lui a aussi permis de progresser puis de faire des choses plus intéressantes par la suite. Félicitations. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire, Patrick. On est à un autre niveau. Autant le client était hyper important avant, il est encore très important, là, mais l'employé est encore plus important. Puis d'avoir le sentiment d'avoir fait avancer les gens, ben, en tout cas, moi, c'est ce qui me nourrit dans mon travail, là, qui restent avec nous ou qui s'en aident, de les faire grandir, puis de grandir avec eux, c'est vraiment, parce qu'eux aussi, ils nous font grandir, c'est vraiment valorisant, là. Et c'est drôle, hein, tu sais, Sandra, la semaine dernière, on travaille beaucoup avec l'Inde, je parlais avec un de nos partenaires en Inde qui essayait de me dire, customer is king. Je dis, ben, customer is no longer king in Canada. Employee is king. Alors, il y a des choses qu'on aurait peut-être faites l'année dernière ou il y a quelques années qu'on ferait plus cette année. Parce que cette année, notre priorité, c'est de penser plus à nos employés qu'à nos clients, quitte effectivement à peut-être servir un petit peu moins bien nos clients ou à peut-être refuser certaines choses, certains deals avec nos clients parce qu'on sait que ça ne marche pas au niveau de nos employés. Alors, ça a changé complètement cette façon de penser et de percevoir la business, en fait. Tout à fait. Marie-Ève, est-ce que c'est moi qui fais le mot de la fin ou c'est toi qui fais le mot de la fin? Je sais, puis ça, j'essaie de le retrouver dans le déroulement d'Alexandra. Mais merci pour vrai tout le monde. Merci Patrick de ton partage. En fait, merci à tout le monde de votre partage. C'était vraiment ça qu'on allait rechercher. En fait, de pouvoir vous permettre d'échanger puis d'être en contact aussi. Comme mentionné, je vais vous envoyer la liste de contacts de tous ceux qui étaient présents là, pour pouvoir prendre contact ensemble. Merci Sandra pour la proposition. Effectivement, ça va être plus efficace ainsi. Merci Sandra pour l'animation. Merci encore à nos partenaires, donc Investissement Québec, la MRC Thérèse de Blainville et les dirigeants d'entreprise et les députés provinciaux. Donc, la prochaine fabrique industrielle aura lieu le 7 décembre. La thématique, c'est la culture d'entreprise en industrie, évidemment. Donc, ce sera Marianne Bournival de Damotech qui va être notre invitée finalement pour pouvoir vous parler de comment eux, ils font à l'intérieur de leur entreprise. Évidemment, c'est un autre sujet d'actualité, donc ça sera super intéressant. Toutes les entreprises qui sont membres à la Chambre de commerce ont accès gratuitement à la fabrique industrielle, donc profitez-en aussi pour partager avec votre équipe, tout dépendant justement qui dans votre équipe est intéressant, pertinent finalement selon les thématiques et tout ça. Profitez-en. Sinon, merci beaucoup encore de votre échange. Je pense que si on résume rapidement, il y a beaucoup d'actions qui sont déjà faites dans vos entreprises qui peuvent être de la responsabilité sociale, puis on ne s'en rend pas toujours compte. Ce n'est pas nécessairement un gros dossier à porter à bout de bras, mais d'y aller une étape à la fois, là, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Puis de marketingiser toute la patente, c'est là qu'on va avoir les retombées les plus importantes finalement auprès de l'équipe. Donc, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Une excellente journée. On est quand même encore 9h30 le matin. Donc, à la prochaine. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bye.